Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui grâce à Photosola, je vais te présenter ce Fujifilm X-T5. Alors petite parenthèse, je suis à Tenerife donc Photosola me l'a prêté, mais il était déjà prévu que Fujifilm France et avec l'aide de Digiphoto allait me le passer. Donc je les remercie aussi puisque c'était une question de date plus qu'autre chose. Alors n'oublions pas que mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie, de former à la photographie à distance, mais je te parlerai de tout ça en fin de vidéo. Alors trois trucs quand même avant de t'arriver à la fin. Premièrement, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un super bouquin que je vais montrer dans d'autres vidéos de 350 conseils photo. Alors si tu t'inscris par mois, voilà, important. Deuxièmement, il y a une possibilité de financement par CPF, compte personnel de formation. Donc là, 2 points. Le premier, si jamais tu pars à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus financer par CPF. Il faut s'inscrire avant de partir, mais tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Et deuxièmement, la loi sur le CPF a changé et toute la formation CPF, que ce soit photographie ou n'importe quoi, tu ne pourras plus financer à 100% sauf si tu es demandeur d'emploi. Par contre, comme la loi n'est pas encore appliquée, inscris-toi au plus vite puisque ce qui compte c'est la date d'inscription, même si tu commences le cours une fois que la loi est appliquée. Voilà, bon ben je te raconte tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Alors, j'ai oublié de dire, c'est l'objectif de kit qui est le 16-80 mm f4, qui est franchement pas mal. J'en parlerai un petit peu aussi, hein. Donc voilà, c'est avec ça que je l'ai essayé. Alors moi quand j'ai entendu dire que le X-T5 sortait, ma première question c'est pourquoi faire. Vous aimiez pas le X-T4? D'ailleurs j'avais fait un test du X-T4, j'avais dit que c'était un des meilleurs, ou sinon le meilleur APS-C mirrorless qu'il y avait. Et là il me sort le X-T5, ben pourquoi faire? Pourquoi faire? Bon, pourquoi faire? Je pense qu'il y a une petite explication quand même. En fait il y a deux petites explications. Une s'appelle XH2 et l'autre s'appelle XH2S, qui sont venus chambouler l'histoire. Et je pense que là, Fuji laisse bien clair deux camps. Le camp XH, qui est une utilisation intensive, pensée pour professionnels. Ok, un amateur peut l'avoir, mais pensée pro, pensée intensif. Le mot plus que pro, je préfère intensif. Et là, je pense qu'on continue vers l'amateur averti. Ça peut être des pros qui les utilisent aussi, hein, mais un style de photo plus tranquille. Et je dirais que ça, c'est clairement un appareil photo avec d'excellentes possibilités de vidéo, mais c'est un appareil photo. Le XH et XH2 et XH2S peuvent être très bien achetés par quelqu'un qui veut faire que de la vidéo avec. Tandis que là, je pense que c'est pas l'idée. Alors, en plus, je pense que c'est un appareil qui s'utilise de manière plus tranquille. Les molettes, c'est super, mais si tu veux les mettre simplement sur les fonctions rapides pour bouger avec les molettes ici, c'est parce qu'un XH est plus dans ta ligne, tu vois. Donc, je pense que l'idée, c'est ils ont mieux défini leur gamme, à mon avis, là. Et je pense que c'est un super appareil photo, mais qui est vraiment pensé plus photo avec d'excellentes possibilités de vidéo. C'est l'appareil photo du photographe. Voilà. Alors, les autres aussi, on peut faire des photos avec, évidemment, ok, pas que de la vidéo. Mais je sais pas si c'est dur d'expliquer, ok. Alors, ils ont augmenté le capteur, ils sont passés à 40,2 millions de pixels. Donc, est-ce qu'il y en avait besoin? Ça dépend des gens. Moi, je pense que non, mais il y a beaucoup qui diront que oui. Moi, je pense que si tu les as et que tu les exploites bien, c'est un plus. Si tu en avais pas besoin, ils vont pas te déranger non plus. Alors, dans certains cas, peut-être, je sais pas, on va voir ça. Mais je pense que c'est surtout ça. Et il y en a d'autres aussi qui se plaignaient un petit peu de l'autofocus du X-T4 dans les photos d'action. Mais je pense que le X-T4, c'était le seul haut de gamme qu'ils avaient, puisque le XH1 n'avait pas été encore renouvelé à l'époque du X-T4. Et ouais, il n'y avait pas trop le choix. Tandis que là, maintenant, celui qui est vraiment le reporter d'action et de choses comme ça, je pense qu'il aille vraiment sur la gamme XH. Et ça, déjà, le fait d'utiliser les molettes d'une manière différente et tout ça, je pense que c'est vraiment penser photo, penser même reportage, mais pas de la folie, quoi. Et je pense que la vidéo, ils ont bien fait de la mettre pour ceux qui en ont besoin, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui vont acheter cet appareil et n'utiliseront jamais la vidéo. Alors sur les XH2, XH2S, c'est pas aussi clair que ça. Voilà. Il y a sûrement des gens qui utiliseront d'ailleurs que pour de la vidéo. Mais voilà, c'est un petit peu l'explication, la raison d'être, je dirais, de ce X-T5, qui d'ailleurs, je peux déjà avancer un petit peu. Ouais, on peut, ouais. Spoiler, comme on dit, spoiler alerte. Bon, moi je pense qu'il est fantastique, hein. Ils ont encore fait un super boulot, quoi, hein. Voilà, alors je dirais les petits contres quand même, il y a toujours des petits contres, hein, au moins chez moi, quoi. Voilà, mais non, je pense qu'ils ont fait un super appareil, hein. On va voir ça.
Alors je vais te passer des photos, des vidéos, des explications et des données techniques, mais je voulais quand même faire une petite introduction du pourquoi, à mon avis, hein. C'est mon avis, hein. Bon, je vais sûrement enregistrer cette vidéo sur 2 jours, donc je commence une petite visite. Allez, avant qu'on explique tout ça, on va faire la petite visite, ça plaît toujours. Alors la prise en main est pas mal, alors elle est... Je pense qu'il paraît qu'il semble, je pense, que l'appareil photo est un petit peu plus petit que le XT4, ok. Mais la prise en main reste très bien, ok. Alors la visite, le viseur excellent comme d'habitude. Alors n'oublie pas la petite plaque, comme j'ai dit dans le truc du mois là, faut la mettre quand tu l'utilises pas, ça aide à garantir l'étanchéité l'étanchéité, la protection pluie et poussière des appareils, ok, c'est important. Alors les roues classiques, hein. Ici tu as les vitesses, alors toutes les roues sont bloquables, ok, sauf de compensation. Et là, donc tu mets comme tu veux, ok. Après, tu as les molettes avant là et arrière. Donc si tu veux, tu peux te mettre en mode T. Et au lieu de déplacer les vitesses sur ici, tu peux les déplacer sur une molette. Ouais, ok. C'est Fuji, hein, ça, on aime, on n'aime pas, voilà. Alors là, ensuite, tu as important l'option si tu veux de la photo fixe ou de la vidéo. Tu bouges l'interrupteur. Et dans ce cas-là, ton menu sera différent aussi. Donc c'est pas mal. Après, si on passe ici, tu as la roulette des ISO. Ici donc la roulette bloquable. Alors attention, les ISO, ce qui correspond à les ISO, c'est le petite marque qui est là, ok. La petite marque noire qui est là, c'est pas ça. La petite marque là qui est en bas, c'est pour t'indiquer si tu sais si tu es sur panoramique, si c'est sur bracketing, si c'est haute vitesse, la rafale, vitesse lente, single ou HDR, ok. Donc voilà, bon, enfin ça c'est typique Fuji, hein. Celui qui connaît Fuji il va pas être perdu, hein, ok. La poubelle, le play, alors tous les boutons sur Fuji sont configurables, hein, ok. Ici pour l'autofocus, le bouton Q pour accéder au menu rapide sur l'écran, ok. Le joystick pour bouger le point. Alors là, je vais te montrer un truc important, c'est ça, l'écran. Alors l'écran, ça va pas vers l'avant. L'écran, tu peux le mettre comme ça, tu peux le mettre comme ça, ou si tu fais de la photo en verticale, tu peux le mettre, pardon, alors ouais, c'est moi qui suis pas doué, comme ça. Alors important, ils ont bien fait parce qu'un appareil photo, quand on prend vertical, on le prend comme ça. Ok, on ne le prend pas comme ça. Voilà, donc il y a 3 orientés, mais tu vois bien qu'il retourne sur l'histoire photo. Pas question d'avoir un écran qui va vers l'avant pour faire du vlogging, ni vers le haut et tout ça, parce que déjà en plus ça tape dans le viseur. Mais voilà, ils sont revenus à ça. Je crois que c'est, je sais pas quel GFX, c'est comme ça il me semble. Hein. La R, il me semble, je suis pas sûr, 50R, et la 50S sûrement aussi, je sais plus, je sais plus. Hein. Ici, tu as les dioptries. Alors les dioptries, hein, c'est vraiment un peu le bazar. Hein. Tu débloques, après tu tournes, c'est un peu dur. Enfin, comme tous les trucs de dioptrie, mais le gros avantage c'est qu'ils se bloquent. Après, quand tu vois bien, non, tu bloques. Voilà. Parce que beaucoup d'appareils, c'est pas bloqué, puis d'un coup tu vois plus rien, et c'est toi qui as bougé sans faire gaffe, tu as touché la dioptrie. Ici, la compensation d'exposition. Ici, alors, double carte UHS, UHS 1 et 2, ok. Et aussi, on va aller de l'autre côté. Et là, tu vas voir, et tu vas compte que l'idée, c'est pas comme la ligne XH, puisque là, tu as un HDMI type D, le petit, et non pas le complet. Sur les sur la H2S, sur la 2 normale, je crois aussi, c'est un HDMI complet. Et là, tu as un USB-C, ok. Ici, tu as prise contrôle à distance, donc télécommande, et microphone. Mais tu n'as pas prise casque. Donc, si jamais tu voulais faire un contrôle de son vidéo, tu l'as pas. Donc, tu vois un petit peu, peut-être par si tu as un casque USB-C, peut-être, hein, je sais pas. Ok, mais bon, tu vois l'idée, c'est vraiment beaucoup plus photo et on retombe dans du vrai Fuji XT classique, disons, hein, prise en main agréable. Alors, prise en main, attention. Il y en a qui font la gueule, il n'y a pas de possibilité de mettre un grip vertical dessus. Est-ce que c'est un problème? Ça dépend pour qui, mais tu comprends bien là, c'est vraiment l'idée Fuji. Si tu veux du grip vertical, tu veux du super pro, de l'intensif, de l'usage professionnel, tout ça, tu vas sur la gamme XH. Pour ça, sûrement, ils ont fait des études que la majorité de leurs clients n'utilisent pas de grip vertical sur la version XT et ils veulent un truc qui soit plus compact, plus pratique, voyage, reportage, mais pas une séance de mode ou de sport tout en vertical et tu as besoin d'un grip par exemple. Voilà, donc je pense. Mais bon, ça reste un super appareil, hein, nickel. Hein.
Alors, on va éclaircir quelques doutes parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, parce que là, c'est peut-être bien la faute de Fujifilm qui ont trop chauffé les gens sur leurs derniers objectifs. Et il y a énormément de débats s'il faut absolument les derniers objectifs pour les 40 millions de pixels du XH2 et du XT5. Est-ce que c'est indispensable et tout? Alors, la réponse courte, elle est simple. Non. Pourquoi? Ça, c'est le 16-80 mm f4. C'est pas le meilleur objectif de Fuji. On est d'accord. Si tu veux le meilleur objectif de Fuji, probablement c'est une focale fixe et non un zoom, de toute façon. Ok? Donc déjà, on est mal barré. Voilà. Donc c'est pensé pourquoi? Ben, le mec qui part en voyage, qui veut un seul objectif, ou qui fait du reportage, un journaliste par exemple qui veut ça, il veut pas un gamme XH, il veut ça. Ça va très bien. Ça va très bien. Et alors à f4, ben ouais, sur les bords, c'est pas ce qu'il y a de plus net. Ok, mais c'est pas un drame non plus. À 5-6, ça va nickel. À f8, c'est parfait. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter un petit peu ce débat de gens qui pensent que le piqué, le machin, le ceci, le cela, hein, en fait, ils oublient complètement la photo. Je peux même te rassurer, je connais des gens qui ont le XT5 et d'autres qui ont le XH2 et ils utilisent le 1855 de base, aussi appelé presse-papier. Voilà. Pas celui de Fuji, mais tous. 1855, c'est toujours appelé presse-papier. Et ça va complètement. Donc je pense qu'il ne faut pas être obsédé par cette histoire. Si les gens, en regardant ta photo, parlent plus du piqué que de ta photo, c'est qu'ils n'ont pas regardé ta photo. C'est presque une offense en fait ce qu'ils sont en train de te faire. Okay, donc t'inquiète pas. Tu peux avoir cet appareil et tu n'es pas obligé de changer tous tes objectifs pour les derniers cris. Aucun problème. Voilà. Alors ces derniers jours, tout allait un peu mieux. Il commence à faire beau. Et aujourd'hui, pour enregistrer les conclusions sur cet appareil, eh bien il pleut, voilà, donc je suis à l'intérieur de la voiture. Alors un truc important, j'ai la version argent, mais il existe une version noire et une version argent au choix du consommateur et suivant ses goûts. Voilà, il n'y en a pas une qui est il y en a pas un qui est meilleur ou pire que l'autre, hein, c'est une question de goût, voilà. Alors un petit truc, si jamais tu voulais me filer un petit coup de main et tu allais acheter du matos, ben, c'est sympa si tu le fais par Digiphoto, comme à l'écran, n'oublie pas, là où ça marque code créateur, alors pas code promo, un code promo c'est pas incompatible, hein, tu peux avoir un code promo, le mettre aussi. Donc là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ben, ça me file une petite aide et à toi ça te coûte pas plus cher. Continuons. Bon, attaquons les infos détaillées, au fur et à mesure je vais te passer des photos, vidéos et je vais t'expliquer un petit peu mon opinion. Alors, on attaque, je répète, hein, capteur APS-C 40 millions de pixels. Alors, il est rétroéclairé. C'est le même capteur que sur la XH2, mais c'est pas un capteur empilé, hein, c'est un rétroéclairé. Ce qui n'est pas un problème, mais enfin bon, je le dis pour que tu vois la différence. Alors, il a aussi la possibilité de faire le pixel shift, c'est-à-dire que la fonction sur le trépied, il y a un déplacement de capteur qui fait plusieurs photos et qui les assemble. Et ça te fait un fichier jusqu'à 160 millions de pixels. Donc, si pour toi 40 millions de pixels c'est peu, eh bien, il y a des solutions pour plus. Attention, sujet complètement immobile et sur trépied. Okay, donc, 160 millions de pixels. C'est un processeur 5. Alors, si tu connaissais pas le 4, ni le 3, ni le 2, ni le 1, bah, ça va rien te changer. Mais enfin, si on te posait la question, tu sais que c'est un 5. Voilà. Les ISO. Alors, la grosse inquiétude des gens quand on parle de beaucoup de millions de pixels, c'est que les photosites qui captent la lumière sont plus petits. Et plus un photosite est petit, plus ça pose des problèmes dans les ISO élevés. Donc 40 millions de pixels sur un capteur APS-C, c'est des petits photosites. Est-ce que ça implique des problèmes? Ben, forcément, ça implique certains sacrifices. On ne peut pas tout avoir. Alors, les ISO, ça va depuis, alors je te montre des photos, hein, ça va depuis ISO 125 jusqu'à 12800 natifs. Et on peut forcer à la baisse vers 64 et à la hausse vers 25600 et 51200. Alors, mon avis, eh bien, c'est à peu près ce que j'avais dit sur le XH2, c'est le même capteur, les mêmes résultats. Je pense qu'à 1600 ISO, 3200 ISO, c'est utilisable. À partir de là, ça se gâte. Mais faut remettre l'appareil dans un contexte. Normalement, on ne prend pas 40 millions de pixels pour faire de la photo de sport comme un fou, super, de l'action rapide et tout ça. Donc, en ayant des sujets qui sont plus tranquilles, eh bien, on peut descendre la vitesse et profiter du stabilisateur qu'on verra après. Donc, je pense que moi, dans mon cas, ça serait aucun problème. D'ailleurs, sur Micro 4 tiers, je suis habitué à ça. Donc, je pense que c'est aucun problème. Après, il y a certains qui ont vraiment besoin de 25 000 ISO, trucs comme ça. Ben, dans ce cas-là, il faut qu'ils regardent un autre produit que Fuji XH2S, par exemple, ou même rester sur la XT4, qui va leur permettre de monter plus les ISO. Mais bon, est-ce que c'est un problème? Ben, pour moi, non. Pour certains, évidemment, ça peut l'être. Voilà.
Alors si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu as vu sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Allez, continuons, merci. L'obturateur. Alors ça va jusqu'à 1/8 millième de seconde en obturateur mécanique, ce qui est l'habituel en appareil photo de gamme pro. Alors en obturateur électronique, c'est 180 millième de seconde. C'est ultra court, c'est impossible de ne pas pouvoir congeler quoi que ce soit, ok, un mouvement, tout ça, donc c'est vraiment nickel. Alors j'ai dit que l'appareil était un peu plus petit que le XT4, il fait 50 grammes de moins, c'est pas énorme, mais ça fait toujours 50 grammes de moins. L'écran, j'en ai parlé, mais je vais te parler du viseur. Alors malheureusement, c'est pas le même viseur que sur le XH2, qui est un viseur fantastique. Ben, celui-là, il est un peu moins bien. Alors, mais attention, je ne suis pas un bon juge pour les viseurs. Pourquoi? Pour moi, un viseur, c'est un simple indicateur d'information technique et un indicateur de cadrage. Je n'ai pas besoin d'un viseur où je regarde comme par une fenêtre. Après, il y a des gens qui préfèrent. Mais moi, avec mes lunettes, j'ai eu aucun problème sur ce viseur. Mais c'est vrai, je me souviens que le XH2 avait un viseur qui était plus waouh. Tu avais l'impression de regarder directement sans l'appareil photo devant, voilà. Donc, ben voilà, bon, c'est pas un problème, mais bon, que tu le saches. Alors, cet appareil photo est tropicalisé. Bon, ben c'est bienvenu, puisque les gens qui veulent l'utiliser dans des situations compliquées, ben, c'est souhaitable. Je rappelle qu'il faut aussi que les objectifs soient tropicalisés quand on utilise un boîtier tropicalisé. S'il y a un maillon de la chaîne qui n'y est pas, ben, c'est un problème. Alors, Fuji a toujours ses simulations de films argentiques qui marchent très bien. Et là, il y en a 19 et il y a aussi comment il s'appelle, le classique négatif. Ouais, classique négatif que beaucoup de gens adorent. Donc, ils l'ont mis sur le XT5. Donc, bienvenue. Le format des photos, format RAW, JPEG évidemment. Et aussi HEIF, c'est un format 10 bits de 30% plus léger que les JPEG, donc JPEG sont 8 bits et ça sont 10 bits, donc meilleure qualité pour un point inférieur. Alors c'est d'abord sur les smartphones en général qu'on a vu ce format apparaître et de plus en plus sur les appareils photo, donc c'est très bien que les amis de Fujifilm l'incluent puisqu'il y a des gens qui réclament ce genre de format. Parlons un tout petit peu de vidéo. Alors, bien pour moi, cet appareil, c'est plus pensé photo, mais la vidéo, elle se défend complètement. Alors, ça permet jusqu'à faire 6.2K 442 10 bits en Open Gate. Open Gate, c'est quoi? C'est-à-dire que ça occupe tout le capteur. Ça fait un format, donc là, ça serait 3.2 dans ce cas-là. Et après, tu peux l'utiliser recoupé en horizontal ou en vertical, comme tu veux. Donc, pour ceux qui font des contenus pour les réseaux sociaux, YouTube et tout ça, qui est aussi un réseau social, eh bien, c'est super parce que d'une seule prise de vue, ils peuvent très bien, par exemple là, je pourrais très bien faire une recoupe en verticale là, sur moi, comme ça, hop, et avoir cette partie pour une story sur Instagram ou un short sur YouTube, ou truc comme ça. Donc, d'une seule prise, on peut avoir tout. Donc, c'est très bien. Ils ont le F-Log2 qui permet un profil plus bas de 13 de rang dynamique qui va permettre ensuite de faire de la colorimétrie en post-production. Ça supporte le ProRes RAW 12 bits sur un enregistreur externe, donc tu sors par la HDMI et tu le mets sur un enregistreur externe. Et si on parle de caméra lente, ben, ça va jusqu'à 4K 60 ou 50 images secondes sans crop, ce qui est bien, ok, c'est vraiment pas mal. Alors la vidéo, je rentre pas plus dedans parce que je pense que c'est pas l'idée de cet appareil, mais sache que si tu veux faire aussi pas mal de vidéos avec, c'est complètement possible et une très bonne qualité. Voilà. Stabilisation. Alors, stabilisation, le gros problème des stabilisateurs, c'est comment les vendeurs ou les fabricants en parlent. Eh bien ouais, faut bien en parler d'une manière. Donc à chaque fois qu'on parle de stabilisation, on parle d'une stabilisation photo. Et là, on parle de set stop. Et effectivement, en photo, eh bien, j'ai fait des photos jusqu'à une demi-seconde à main levée, sans problème. Je te montre une photo là, c'est net, pas de problème, ok. Mais faut aussi parler de la stabilisation en vidéo. Parce qu'une chose, c'est stabiliser pour bloquer comme ça, tac, 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 un mouvement au moment de faire une photo. Et une autre bien différente, c'est de la vidéo. Parce que la stabilisation en vidéo a besoin d'une onctuosité, d'une fluidité. Et là, je te montre l'exemple et bah, tu regardes. Essai stabilisation à focale 16 mm, pardon. Alors à main levée et au niveau de la ceinture en marchant doucement, voilà. Bon, ça donne une idée.
Alors maintenant, essai en marchant plus vite. Hauteur de ceinture, pareil, main levée. Je vois une correction importante au niveau de l'horizontale. Ça saute gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Voilà. Donc comme tu vois, je continue à dire que pour l'instant, les seuls que j'ai vu avoir cette fluidité, c'est OM System et Olympus, qui a une fluidité, il ne fait pas d'embarder en correction de stabilisation de vidéo. Voilà. Mais bon, cette stabilisation est là et en photo, elle te permettra de faire des photos nettes à des vitesses vraiment basses. La rafale, 15 images secondes, bah, c'est pas mal, hein. Il y en a qui pleurent parce que s'ils n'entendent pas 50, ils sont malades, mais 15, ça me semble correct. En obturateur mécanique, en obturateur électronique, c'est supérieur. Il y a même eu un moment où tu vas avoir pas mal, mais il y a une recoupe de 1,29, 1,29, voilà. Donc c'est une petite recoupe. Après, ça dépend bah, une petite, 20% quand même, ou 30% pratiquement. Enfin, chacun voit. Mais bon, 15 images secondes, ça me semble complètement suffisant. Connectivité, j'ai montré au moment où je présentais l'appareil. Qui n'est pas le fait de mettre un écouteur, ben, ça prouve un peu que c'est pas complètement pensé vidéo. Alors tu peux peut-être sortir par l'USB-C un écouteur, je ne sais pas. Et après, le HDMI, c'est la version D, donc la petite, qui sont plus fragiles. Normalement, les vidéastes préfèrent de loin les HDMI complets. Voilà. La mémoire, je l'ai dit avant, UHS 1 et 2, mais je pense qu'il faut reparler de ça parce que c'est un très bon choix. Beaucoup de gens disent « Ah, mais il n'y a pas CF Express ou je ne sais pas quelle version tropicale ou exotique de carte », mais ils oublient les tarifs de ce genre de carte. Et le fait de continuer sur du SD normal, UHS 1 ou 2, eh bien ça permet aux gens de faire des économies parce que quand tu vas acheter une carte CF Express de 150 ou 128 ou 256 Go, bah, ça coûte plus cher que certains appareils. Donc je pense que c'est un très bon choix pour contenir les coûts d'achat pour l'utilisateur, qui en général a besoin de ces cartes CF Express, bah, normalement si c'est surtout pour de la vidéo, quoi. Donc mais surtout à haute qualité et tout ça. Donc je pense que c'est un excellent choix. Synchronisation flash 1/250e, bon, rien à dire, c'est ce que j'aime, voilà. Bracketing, alors de tout type. Alors le bracketing, c'est quoi? Ben, ça te fait plusieurs photos à la fois pour après choisir celle qui te plaît ou les empiler ou choses comme ça. Alors par exemple, tu as bracketing d'exposition, les bracketing de film, tu peux choisir plusieurs films, simulation de films, et ça te fait les 3 ou 4 d'un coup, je sais plus combien c'est, si c'était 3 ou 5, je sais plus. Et après tu choisis celle qui te plaît. Bracketing de mise au point, ce qui va te permettre de faire du focus stacking, donc en plus après tu vas empiler les photos obtenues et ça va te donner plus de profondeur de champ. Bref, Fuji a toujours eu un paquet de types de bracketing et là c'est encore au rendez-vous sans problème. L'autofocus à détection de phase, et là il s'est bien amélioré par rapport au XT4. Certains pleuraient parce que l'XT4 il disait qu'en situation d'action c'était un peu faiblard. Là c'est le même autofocus que sur le XH2 et sincèrement les résultats sont là. Alors il y a la détection de plein de genres de choses aussi, mis à part les visages, l'œil et tout ça, il y a les animaux, les chats, les trains hein, et les avions. Donc je te passe une rafale ou deux que j'ai fait sur des avions et j'ai eu aucun problème de mise au point. Pourtant l'avion était petit et assez loin, ça a attrapé correctement l'avion en plein vol et j'ai pas perdu la mise au point et les photos sont toutes nettes. Donc bon, ce côté là les résultats sont là, très bien. La batterie, alors la batterie je crois que c'est la même que sur le XT4, je suis pas sûr, ou ouais il me semble, ok, je suis pas sûr. En tout cas ils annoncent 700 photos sur une charge, mais en mode économie d'énergie. Moi, je n'ai pas fait 700 photos, mais moi, j'ai pas essayé de faire 700, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais bon, puisque c'est les normes SIPA, je pense que ça doit être OK. Et souvent, c'est même un petit peu pessimiste, les normes SIPA. Et sans le mode économique, je crois que c'est plus de 500, donc bon, là, rien à redire. Alors, si on parle de la qualité d'image, qui est un petit peu important, bah, je t'invite à regarder ma vidéo du XH2 parce que bah, c'est la même chose. Donc, la qualité est vraiment au rendez-vous et vraiment impressionnant, vraiment nickel les résultats. Hein. Alors, un truc important. Beaucoup de gens se plaignent que les fichiers Fuji, les RAW, se développent très mal sur Lightroom.
Moi, j'avais jamais eu le problème. Et là, pour la première fois, j'ai eu le problème. Dans la situation de verdure intense que actuellement à Tenerife, les couleurs, c'était du gros délire. Alors normalement, les fichiers Fuji, moi, je développe sous Capture One. Et j'avais le Capture One 21 et je sais pas pourquoi, moi je sais pourquoi, mais enfin ça ne supportait pas ces fichiers. Donc j'ai essayé sur Lightroom, c'était une catastrophe et après je me suis rendu compte qu'il y avait une version du Capture One Express pour Fujifilm qui est gratuite. Donc j'ai actualisé ma version et j'ai pu éditer, développer les RAW et là c'est une autre histoire, c'est nickel. Donc n'oublie pas, si tu as des couleurs vraiment criardes horribles sous Lightroom, eh bien je te conseille de télécharger la version Fujifilm Express du Capture One qui te donne de bons résultats. Voilà. Alors, ma conclusion. Ben, ma conclusion, elle est un peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, est-ce que cet appareil photo est recommandable? Ben alors, complètement. Là, il n'y a pas photo, comme on peut dire. Oui, il est complètement recommandable. Mais pour qui? Ah, pour qui? Parce qu'en fait, là, tu te rends compte que Fujifilm a enfin mis de l'organisation dans ses boîtiers. Les APS-C. Bon, après, il y a la gamme GFX en moyen format, ok. Mais je veux dire, là, ils ont organisé parce que je m'étais plaint qu'il y avait trop de boîtiers chez Fuji. Et là, je pense qu'ils ont pris une sage décision. C'est-à-dire, la gamme XH Pro, utilisation intensive, la gamme XT Pro ou amateur, mais plus classique, plus tranquille, je dirais. Alors on peut faire quand même des trucs rapides, mais bon. Et je pense que tu vois, le fait qu'il y ait ces boutons, ces molettes de ce genre, c'est le mec qui veut vraiment utiliser les molettes comme ça. Se placer sur le mode T pour que après tu aies tes vitesses ici, bah, c'est pas du tout la philosophie de ce boîtier. C'est possible, mais c'est pas la philosophie. Dans ce cas-là, il vaut mieux regarder un XH2 ou un XH2S. C'est plus logique. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas d'écran supérieur et tout ça, bah, tu vois, ça, c'est une autre philosophie, en fait. Et donc, je pense que là, ils ont recentré leur gamme en laissant bien clair que la gamme XT, c'est le passionné de la photo qui veut ce genre d'appareil, ce look, ce système de molette et non pas un autre système qui là sans doute fuit d'autres marques, le PSAM comme on dit. Et là donc tu te retrouves en fait avec chez Fuji sur ce genre de forme de boîtier. Hein. Je ne parle pas des XE, mais on va mettre donc le XH qui est vraiment utilisation intensive pro. Le X Pro, alors c'est le 3, je ne sais pas s'il y a le 4, je ne sais pas encore, mais plus celui qui veut photo de rue, paysage et tout ça, mais viseur optique avec un look télémétrique, bien que ce n'est pas un télémétrique, mais il a un look télémétrique, philosophie disons. Et après, ben, la gamme XT, qui est celle-ci, qui est celui qui veut un look, entre guillemets, réflexe à l'ancienne, et ça lui plaît. Voilà. Donc je pense qu'ils ont bien recentré. Alors, cet appareil, je pense qu'ils ont mis le nécessaire, l'utile, l'indispensable, mais sans floriture supplémentaire pour te prendre de l'argent pour des trucs que tu n'as pas forcément besoin. Alors, il y en a qui diront, bah, moi, j'ai pas besoin du tout de la vidéo. Ouais, bah, tu ne l'utilises pas, hein, tu n'es pas obligé non plus. Voilà. Mais je crois qu'on voit clairement que cet appareil est pensé comme ça. Le fait que l'écran ne soit plus sur le côté, il y a des gens qui aiment faire des photos au ras du sol, mais ils ne veulent pas avoir l'écran déporté sur le côté. Ils veulent l'écran dans l'axe de l'objectif. Donc je pense qu'ils sont retournés sur ça. Sur l'XT4, c'était orientable sur le côté. Et je pense qu'ils laissent clairement une philosophie photographique sur la gamme XT et même que sur la gamme X Pro, ok. Et là, il laisse les gens bien centrés là-dessus. Alors, il y a la gamme XS aussi. Hein. On va voir ce qui va se passer. Il y a des rumeurs que le XS20 va sortir. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas ce qu'il offrira. J'espère qu'ils le tropicaliseront. Parce qu'il avait une stabilisation, mais pas de tropicalisation. J'espère qu'ils le feront. On va voir ce qui va se passer. Mais je pense que là, ils ont fait un super appareil qui reste dans la philosophie originale Fuji. Et je pense qu'il va plaire énormément. D'ailleurs, certains vont sûrement demander, mais toi Eric, qu'est-ce que tu prendrais? Un XT5 ou un XH2? Bien, pour mon utilisation personnelle, promenade, voyage, tout ça, ben, probablement un XT5 qui est plus petit, qui prend moins de place et tout ça, sans doute. Pour une utilisation pro,
comme le genre de photo que je fais, probablement plutôt un XH2 ou XH2S. D'ailleurs, quand je parlais du XH2, j'avais dit que la logique pour un pro, ça serait d'avoir les deux, le H2 et le H2S, suivant ce qu'il veut faire, suivant la quantité de pixels dont il a besoin, ou si le type de vidéo qu'il veut faire, s'il fait de la vidéo. Mais là, je dirais qu'en fait, il peut très bien y avoir quelqu'un avec un XH2S et un XT5 quand il a besoin de plus de résolution, plus de définition. Voilà. Mais chacun doit se rendre compte un petit peu de ce dont il a besoin. Mais sans aucun doute, c'est un appareil complètement recommandable. Alors, on y est arrivé. Merci beaucoup à Photosolar de m'avoir prêté l'appareil. Merci beaucoup à Fujifilm France et à Digit qui allaient me le passer quand j'allais aller en France, mais je n'y suis pas encore allé, donc ils ne m'ont pas encore passé. Mais l'intention, c'est ce qui compte. Alors, si cet appareil photo t'intéresse, n'oublie pas, en description, je te laisse des liens. Alors, si tu es sur les Canaries, évidemment, je t'envoie chez Photosolar. Mais par contre, si tu es sur le reste de l'Europe, n'hésite pas, hein, Digit Photo, tout à fait recommandable. Et si tu achètes chez eux, n'oublie pas le code créateur Jibo. Et n'oublions pas de dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Alors c'est des cours, il y a 4 types qui vont depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Ça dure de 8 à 12 mois, tu vas passer entre 8 et 15 heures par semaine. Officiellement c'est entre 10 et 12, mais enfin suivant ton niveau, suivant tes connaissances, c'est entre 8 et 15. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui te corrigent, qui te font faire des exercices. Et c'est vraiment, moi je vois les commentaires de ceux qui ont fait les formations, ils ont l'air complètement contents. Tu peux en chercher sur ma chaîne YouTube, il y en a pas mal. D'ailleurs, c'est l'école la mieux cotée en France en formation avec financement par CPF. Donc, c'est pas un hasard. Hein. Et le parrain, c'est Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel, qui est quand même une grosse référence. Voilà. Alors, important, il y a plusieurs manières de te financer. Alors, ce qu'on appelle l'autofinancement, en français, ça veut dire tu mets de ta poche. 2, Pôle emploi. 3, le CPF, compte personnel de formation. Alors, si tu vas partir à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Ok? Donc, même si tu fais la formation une fois à la retraite, il faut t'inscrire avant. Deuxièmement, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Ça veut dire que quand elle sera appliquée, tu ne pourras plus avoir un financement 100% par CPF. Il faudra que tu mettes une partie de ta poche. Pas seulement pour la photo, hein, pour toutes les formations CPF. Donc, inscris-toi au plus vite, parce qu'une fois que tu es inscrit, ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date quand tu feras la formation, même si la loi est déjà appliquée. Quand tu commenceras, ce ne sera pas grave. Voilà. Donc, inscris-toi au plus vite. Alors, n'oublie pas aussi, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un super bouquin photo avec 350 conseils photo, un bouquin épais comme ça, que j'ai présenté dans d'autres vidéos, voilà. Donc, inscris-toi de ma part, je crois que c'est le 2e mois qui te l'envoie, hein, le temps de montrer que tu es assidu à la formation et tu t'es pas inscrit seulement pour le bouquin, voilà, ok. Donc voilà, au 2e mois, tu le reçois, je crois que c'est un mois ou 2 mois, je sais plus comment c'est, voilà. Alors, quand je parle de Arvia, j'ai toujours un petit truc photo, mais là c'est une vidéo qui est déjà énormément longue, donc il n'y a pas de petit truc photo, sauf que quand tu vas douter ou hésiter entre un XT5, XT4, XH et tout ça, fais vraiment une analyse de tes besoins et tu verras que tout seul pratiquement, tu devineras quel est l'appareil qui correspond le plus à tes besoins. Alors je te conseille de les contacter, l'appel est gratuit, je te laisse leur information en description, site web, téléphone et tout ça. Le mieux c'est le téléphone qui te répond tout de suite à tes doutes. Voilà. Donc merci Arvia d'avoir sponsorisé la vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette, si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française, mes cours de photographie en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. Alors n'oublie pas, hein, si jamais tu achètes chez eux, là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça me file une petite aide. Je laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les flashs Westcott, et aussi d'autres liens affiliés, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!